Bonjour, je suis Dr. Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le Psychoctober. Aujourd'hui, nous allons parler de thème qui sera la douce vengeance, l'estime de soi et le vivre ensemble. Donc, la douce vengeance, qu'est-ce que c'est? C'est une réflexion, en fait, qui m'était venue il y a quelque temps lors d'une discussion clinique avec une de mes collègues qui disait, ben, tu sais, c'est correct là, de piner un peu le partenaire pour lui faire comprendre, là, tu sais, si t'as mal. C'est une discussion sur le travail thérapeutique sur des couples. Et pour ma part, moi, je trouvais ça complètement inacceptable, le concept de douce vengeance. Parce que selon moi, j'utilise toujours la même analogie pour le représenter. C'est comme si de dire à quelqu'un, si j'entre un couteau à l'intérieur de l'autre personne tranquillement, de manière douce, est-ce que ça va moins lui faire mal que si je le rentre violemment? Mais non. Donc, selon moi, le concept de douce vengeance s'applique seulement pour exprimer un désir de reviolenter une autre personne parce qu'on se sent violenté, mais sans vraiment comprendre les impacts de cette violence-là. Parce que si vous faites mal à quelqu'un, quand vous-même vous avez mal, vous ne pourrez pas être fier de vous. Vous allez défouler peut-être quelque chose, vous allez avoir l'impression d'avoir évacué des tensions, dire Tain! Sauf que par contre, euh, vous allez avoir agi de la même manière que la personne, ce que vous lui reprochez de vous avoir fait. Donc, si vous voulez soigner quelque chose, être en équilibre psychologique, je ne crois pas que c'est un bon concept à développer, l'idée de douce vengeance. Tout comme la vengeance tout court. Vous connaissez la vieille expression qui date de l'Ancien Testament qui dit œil pour œil, dent pour dent. Mais si on adopte cette stratégie-là d'œil pour œil, dent pour dent, ben, ça fait que tout le monde va être aveugle et édenté. On ne va pas bien loin lorsqu'on est tous aveugles et on n'est pas très capable de s'alimenter correctement si on est tous édentés. Donc vous voyez que sous le prétexte de rendre justice, parce que j'ai mal, je vais faire mal, il va comprendre. Ben, c'est une justice qui est aveugle et édentée, donc qui n'a plus de prise sur la vie de manière adéquate, selon moi. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est victime d'injustice? Ah ben ça, c'est un dilemme incroyable qu'il faut développer toutes sortes de stratégies intérieures, de maturité pour pouvoir faire face à l'injustice, faire face même à la violence qui nous est subie. Mais c'est la seule manière de pouvoir développer une bonne estime de soi, c'est d'aménager cette souffrance-là plutôt que de la répéter puis de la refaire subir. Donc, pour pouvoir vivre ensemble, et encore plus, à forte raison, pour pouvoir vivre ensemble dans l'intimité, comme par exemple le couple, mais il faut savoir aménager notre souffrance, se connaître et placer certaines choses. Donc, pour vous illustrer ça, qu'est-ce que je veux dire par aménager sa souffrance? Je vais vous raconter une petite histoire. Donc, ce sera le volet Histoire du Psychoctober. Je vais vous raconter une histoire qui s'appelle La goutte de miel. C'est une histoire qui a été inspirée des travaux de Léon Chancerelle, qui est un auteur français là, qui a révolutionné le monde de la dramaturgie française. Et parmi ces textes, il y avait le récit de La goutte de miel. Donc moi, je vais la réorganiser, parce que c'est un texte là, qui date de 1938, et je vais la réorganiser pour vous la restituer dans le cadre là, de ce que je vous explique sur en quoi la douce vengeance, selon moi, n'est pas pertinente. Donc c'est parti, asseyez-vous confortablement, ça risque de durer quelques instants, l'histoire de la goutte de miel. Donc il était une fois, dans le temps de nos arrière-grands-parents, lorsqu'il y avait des petites communautés qui vivaient les uns auprès des autres et qu'il fallait un cheval pour s'en rendre d'un village à l'autre, eh bien, il arrivait un fermier qui habitait loin du village, qui se déplaçait jusqu'au village pour pouvoir aller chercher un outre de miel. Et là, en entrant dans le magasin général, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu son ami là, du magasin général parce qu'il lui habite à l'autre bout du rang. C'est long venir au village. Il y a beaucoup de travail aussi. Hein. Donc, les deux sont très complices ensemble, sont contents de se voir, ils rient. Hey, comment ça va? Puis en même temps qu'ils rient, ben, le fermier demande au monsieur du magasin général remplis-moi mon outre de miel. Puis là, il y a un gros baril avec un tuyau. Puis là, pendant l'outre de miel se remplit, et qui font des farces, les deux messieurs, ensemble, ben, ça fait en sorte que la personne
qui s'occupe du magasin général, ferme un peu trop, pas assez le bouchon. Elle donne l'outre de miel et il y a une goutte de miel qui tombe du gros baril. Plouc, par terre. Et là, les deux gars continuent à rire, puis tout ça, puis ça va bien. Ils s'échangent des nouvelles de leur famille. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais pendant ce temps, la goutte de miel qui était par terre attire l'attention d'une grosse mouche verte qui était dans la fenêtre. Et là, la mouche qui voit ça, une belle goutte de miel par terre, ben, c'est normal, elle soit attirée par la goutte de miel. Donc, elle se dirige vers la goutte, là, ça c'est tellement bon pour elle, pas une goutte de miel. Au même moment, le chat là, de la personne qui s'occupe du magasin général, qui était également boulanger, meunier, là, donc, il voit cette belle mouche-là dans son champ de vision. Il se dit, oh, je ne manquerai pas ma chance. Le chat saute sur la mouche de miel, attrape la mouche. Et là, il mange la mouche, bien sûr. Hey, on peut-tu reprocher à ça quelque chose au chat d'avoir fait ça? Non, c'était bon pour lui, c'est une bonne stimulation. Donc, il est content, il fait son travail de chat, de boutique. Là, donc, mange la mouche. Mais au même moment, le chien du fermier qui était venu avec lui là, durant, là, lui, il n'est pas habitué d'être dans cet environnement-là là, du magasin général. Et là, il voit un chat sauter de manière vive à côté de lui, ça le met ses nerfs, le chien. Donc, le chien saute sur le chat, l'attrape, le secoue, casse le cou. On ne peut pas reprocher au chien de faire ça. C'est ça son travail, à quelque part, de chasser les bestioles quand ça bouge vite, tout ça. Mais mais il y a un chat maintenant qui est décédé. Voyant ça, le propriétaire, le boulanger, quelque part, le gars du magasin général, voit son chat qui se fait tuer, saute sur le chien, étrangle le chien, clac, casse le cou. On ne peut pas reprocher au gars de quelque part de vouloir protéger son chat. Là, il a besoin de son chat pour pouvoir chasser les souris du sac de farine. Donc là, il répond naturellement à la menace en étranglant le chien. Mais là, le fermier, lui, qui vient de voir son chien se faire casser le cou, étrangler, casser le cou, saute sur le boulanger, le gars du magasin général, donne un coup de poing sur la gueule. Les deux commencent à s'entrebattre l'un l'autre. Ils s'amochent sérieusement jusqu'à temps qu'ils sont séparés par des personnes pour les renvoyer chacun de leur côté. Et là, ça commence à être la guerre entre la famille du fermier contre la famille du boulanger magasin général. Et là, ça commence à s'élargir, cette affaire-là. La guerre entre la gang de la campagne versus le monde du village. Et là, ça continue à augmenter. C'est le monde qui sont déjà allés une fois la chasse ensemble versus le monde qui sont toujours en ville puis qui sont à l'école. Puis là, ça escalade, ça devient même une guerre où tout le monde s'entretue les uns les autres. Jusqu'à temps qu'un jour, il reste deux hommes sur le champ de bataille qui se regardent avec un fusil l'un l'autre. Puis là, ils hésitent un peu. Puis là, pendant ce qu'ils hésitent, puis ils se regardent, puis ils se font des face-bêtes, il y en a un qui dit « Hey, pourquoi toi tu participes à cette guerre-là? » Puis l'autre il dit, je sais pas, là, parce que vous avez fait de quoi de pas correct, là. Ben, nous autres, ils nous ont dit que c'est vous autres qui avez fait de quoi de pas correct. Ben, nous autres aussi, c'est ça qu'ils nous ont dit. Puis là, le climat remonte, là, la tension monte. Mais là, il n'y a personne qui tire. Personne tire. Ils sont frustrés, ils sont très frustrés, mais ils se méfient un de l'autre. Puis là, il y en a un qui dit, moi, ça me tente plus d'être à la guerre. J'haïs ça à la guerre. Moi, j'aurais bien d'autres choses de plus intéressantes à faire qu'être en guerre. Puis l'autre personne de répondre, moi aussi. Regarde, je vais baisser mon fusil. Le premier baisse son fusil, le deuxième baisse son fusil également. Et là, ça prend un peu de temps, mais les deux commencent à se parler, à se rapprocher un de l'autre, à arrêter de se méfier qu'ils vont s'entretuer. Puis là, il y en a un qui demande à l'autre, il dit, tu sais, moi, je suis ici parce que c'est mon grand-père qui faisait partie de la guerre, toi. Moi aussi, c'est mon grand-père qui était parti en guerre. Puis là, les deux commencent à se raconter l'histoire de leur participation de leur famille à la guerre. Puis là, ils remontent l'histoire jusqu'à le monde de la campagne versus le monde du village. Puis il paraît qu'il y avait la famille de mon grand-père, s'est chicané contre la famille. Ah, c'était la famille de l'autre, justement. Puis là, il paraîtrait qu'à un moment donné, il y avait un fermier qui avait attaqué un boulanger. Puis il paraît que ce boulanger-là, il faisait rien que défendre son chat parce que c'est normal chasser les souris. Puis lui, il faisait juste défendre son chien. C'est normal, il a besoin de son chien pour rassembler les troupeaux. Puis c'est normal, à quelque part, qu'un chat saute sur une mouche aussi. Puis c'est normal, si on rit beaucoup, qu'il y ait des fois des comportements comme une goutte de miel qui tombe par terre et ploup. Donc au final, réussir à refaire l'histoire au complet jusqu'à
l'origine de l'escalade de vengeance et de tuerie même, qui était due à un moment de plaisir entre deux personnes qui s'ennuyaient l'un de l'autre, qui ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Mais ce plaisir-là a ouvert la porte à un petit dérapage d'un petit geste qui s'est escaladé. Donc voilà, c'était l'histoire de la goutte de miel. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre maintenant et en quoi ça peut s'appliquer à la thérapie lorsqu'il est question de vengeance? Ben, vous comprendrez que ça soutient là, mon idée qu'il n'y a pas de douce vengeance. Le fait que le boulanger ait sauté à la gorge du chien pour l'enlever de là, pour sauver son chat, peut-être, c'est légitime. Le fait que le fermier ait sauté sur le boulanger pour protéger son chien parce qu'il éloigne les loups, il rassemble les troupeaux, c'est légitime également. Donc on ne peut pas s'arrêter lorsqu'il y a un conflit à l'idée qu'on est légitime dans notre souffrance. Puis que pour légitimer notre souffrance, on va en imposer une encore plus grande à l'autre pour prouver que je veux te faire comprendre que j'ai mal. Tiens! Ben, si j'essaie de prouver à l'autre que j'ai mal en lui faisant mal, je multiplie la souffrance. Puis là, l'autre devient d'avoir une bonne raison pour se revenger à nouveau. Et là, moi, je vais avoir mal encore. Et là, parce que j'ai mal encore, je vais essayer de lui faire mal à nouveau pour lui faire comprendre que j'ai mal. Il n'y a pas 10 millions de solutions lorsqu'il y a une escalade de conflit. Il faut savoir contenir un choc qui est bien injuste. C'est extrêmement injuste, la vie intime. Ces deux personnes-là de l'histoire de la goutte de miel étaient des amis. Mais est arrivé des incidents qui ont fait en sorte ça a outrepassé leur capacité d'amitié. Mais on voit que le chemin de tout ça, les valeurs de fond, ont pu se retrouver peut-être 2 générations plus tard à travers leurs petits-enfants qui se sont resserrés la main et ont retissé une alliance. Donc on ne verra pas systématiquement nous-mêmes le résultat de nos valeurs et de notre bienveillance, mais il faut quand même s'accrocher à le rendre à une personne. Et à plus forte raison, prendre soin des personnes s'ils vous font du mal. C'est extrêmement difficile, ça. Offrir de la compassion puis de la bienveillance à une personne qui vous a fait du mal. C'est extrêmement difficile. Difficile, injuste, mais si vous vous vengez, vous ne pourrez pas créer un monde dans lequel on va tous être en sécurité les uns avec les autres. Il va constamment avoir des foyers de vengeance, et si une personne a mal, bien, elle va pouvoir recréer le mal à nouveau, elle, de sa part. C'est où que ça arrête, la douce vengeance? Ça ne l'arrête pas. Ça dérape. Ça dérape, ça continue, ça se poursuit, ça déchire, puis ça détruit des vies, une douce vengeance. Il aurait fallu, dans l'histoire de la goutte de miel, qu'à un seul des moments, il y ait un des deux protagonistes qui reconnaisse sa part de tort, plutôt que de faire mal à l'autre, pour que le conflit arrête. Par exemple, il aurait pu survenir l'idée du boulanger, du gars du magasin général, qui dit, en voyant son chat se faire briser la nuque par le chien, dire « Hey, ramasse ton chien! Là, moi, je n'avais besoin de ce chat-là. Il chasse les souris en arrière. Puis là, ça, je n'avais vraiment besoin pour ma business, pour qu'il protège les sacs de farine. Tu réalises-tu, là, qu'est-ce qui vient de se passer? » Puis peut-être que là, le fermier aurait pu se dire « Ah, t'as raison, je suis vraiment désolé, là, je m'excuse. Mon chat à la ferme vient d'avoir une portée. Je vais t'en ramener 3 si tu veux. » Donc, un geste réparateur. Mais le geste réparateur n'est pas possible s'il n'y a pas un arrêt d'agir de la violence, de la vengeance. Un autre exemple de réparation, peut-être qu'il aurait pu avoir également lorsque le chien se fait étrangler puis briser le cou, peut-être que le fermier aurait pu dire « Hey, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu réalises-tu que moi je n'ai besoin de ce chien-là? Il chasse les loups autour de mes affaires, puis mes enfants sont en danger si j'ai pas de chien qui chasse les loups autour. » Ben, la personne qui était le boulanger pourrait dire « Ben là, c'est parce qu'il a tué mon chat, on est-tu quitte? » Là, il aurait pu avoir une discussion. Ou les deux faire un geste réparateur. Ben, mon frère a eu une portée de chiot. Si tu veux, quand ils vont être prêts, je vais aller t'en porter un. Puis je suis désolé d'avoir fait ça, parce que mon chat, c'est vraiment important. J'ai paniqué. Puis... Mais le geste réparateur va seulement pouvoir survenir si vous avez fait un travail à l'intérieur de vous-même. Si vous reconnaissez qu'à l'intérieur de vous, il y a de la place pour la souffrance de l'autre. Mais comme on est envahi
par nos propres souffrances, bien souvent, il n'y a pas de place pour la souffrance de l'autre. Mais moi, ma définition de l'empathie, c'est la suivante. C'est la capacité que l'on a à éprouver à l'intérieur de soi de la place pour les besoins de l'autre. Donc, je vais la répéter. En résumé, c'est la place pour les besoins de l'autre à l'intérieur de moi. Donc, s'il arrive un conflit avec une personne et que je suis une personne empathique, je vais être capable de négocier quelque chose, non pas directement avec la personne, mais je vais le négocier avec qu'est-ce que j'ai compris des besoins de l'autre personne. Ouais, c'est sûr qu'il a besoin de son chat pour sa business, puis ça. Ouais, c'est sûr qu'il a besoin de son chien pour protéger sa famille, puis ça. Ouais. Dès qu'on peut ouvrir un espace pour comprendre les besoins de l'autre à l'intérieur de soi, c'est un peu la garantie qu'on va pouvoir commencer un processus de réparation. Mais ça, c'est impossible si on est envahi par notre propre souffrance. Il faut d'abord œuvrer à travailler notre propre souffrance, à se connaître soi-même, connaître nos limites, connaître nos besoins, connaître nos responsabilités, les assumer aussi. Et lorsqu'on peut travailler dans cette direction-là, on va pouvoir ouvrir un espace pour l'autre, pour protéger les autres à l'intérieur de soi. Ce qu'on n'est pas capable de faire si on n'a jamais travaillé sur soi, qu'on est hyper réactif et qu'on prend tout au premier degré. Parce qu'au premier degré, là, c'est légitime pour la mouche de manger la goutte de miel. C'est légitime pour le chat de manger la mouche. C'est légitime pour le chien de tuer le chat. C'est légitime pour le boulanger de tuer le chien. C'est légitime pour le fermier de se battre avec le boulanger. C'est légitime pour les deux familles de s'haïr. C'est légitime. On ne peut pas rester au premier degré. C'est condamné à répéter la violence si on reste à ça œil pour œil, dent pour dent. D'ailleurs, j'aime bien dire, moi, que dans les relations intimes, on ne peut pas les traiter comme si on faisait des mathématiques. C'est pour ça que je dis que c'est injuste, les relations intimes, les relations de couple. Il va toujours arriver des situations qui vont faire que c'est injuste. C'est injuste. On ne peut pas arriver à 50-50. Fais le ménage 50%. Moi, je vais faire 50% de telle chose. Non, non, ça ne fonctionne pas. Comment veux-tu quantifier l'appréciation de quelque chose? Moi, j'ai vu souvent dans mon bureau des hommes qui disaient, ben, on avait convenu de 50-50 le ménage, mais quand je fais le ménage, elle repasse après moi, puis elle le refait par-dessus. Fait que t'inquiète, je vais arrêter de le faire. Puis là, la femme de lui dire, ben là, t'as abandonné ta responsabilité, t'es pas fiable. Escalade. Tout ça parce que c'était parti de la bonne intention de faire 50-50, de faire des mathématiques dans un monde qui n'appartient pas aux mathématiques, qui appartient au monde du ressenti, au monde très injuste de l'intimité. Mais injuste, mais très merveilleux aussi. Parce que moi, j'aime bien dire que dans l'intimité, il y a les bébés de l'intimité. B pour beau et B pour aussi blessure. Donc, les bobos de l'intimité, le beau et les blessures. Si vous pensez pouvoir vous rapprocher de quelqu'un seulement avec le beau, vous êtes foutu. Vous allez être surpris par les blessures. L'exemple de l'histoire de la goutte de miel l'illustre bien. Les deux gars qui se retrouvent, puis qui rient ensemble, puis qui font leur tâche, ils pensaient seulement retrouver le beau de la personne. Mais au final, ils trouvent également les blessures de l'autre personne. Et là, la blessure se déchaîne. Donc, je vous invite à essayer de faire une petite réflexion sur vous. Est-ce que vous administrez des douces vengeances à des personnes, bien souvent que vous aimez, pour leur faire comprendre que vous avez mal? Ou vous réussissez à considérer leur souffrance et leur partager quelque chose avec de la compassion? C'est extrêmement injuste. Je sais que c'est très injuste. C'est comme le pardon. Pardonner à une personne qui vous a fait mal, pardonner. Donner quelque chose, mais par-dessus l'offense qui vous a été faite, par-dessus la blessure, donner de l'aide, donner de la bienveillance. C'est extrêmement injuste, c'est extrêmement difficile. Mais par contre, c'est le chemin royal pour vous construire une bonne estime de vous-même et pour pouvoir, vous, être heureux. Mais les premiers instants du pardon, là, lâchez prise, là, puis, tu sais, pardonner, pardonner. Oh, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Puis il y a des professionnels de la santé mentale qui peuvent vous accompagner là-dedans pour vous aider. Et à plus forte raison, vous occuper de l'intimité personnelle et de l'intimité relationnelle. Ça serait important que vous amorcez une réflexion pour le vivre ensemble là, sur cette idée-là là, de comment on deal avec nos souffrances personnelles pour ne pas se venger lorsqu'on a mal. Donc l'idée de partager notre inquiétude à l'autre, comme par exemple si le boulanger avait arrêté le conflit en disant, en lui partageant, moi, il est important pour moi ce chat-là parce qu'il
Et si le fermier avait partagé lui aussi quelque chose d'intérieur en disant, mais moi, il va sauver ma famille, ce chien-là, parce qu'il chasse les loups. Faire ce partage-là, cet élan de partage-là, c'est bien différent de s'armer d'un bouclier et d'une lance puis de piquer l'autre. Donc, c'est pour ça que j'aime bien vous l'illustrer d'une manière concrète. Ça, c'est le monde de l'estime de soi. Ça, c'est ce qui se passe autour. Si je bloque avec mon bouclier puis que je pique avec un couteau, ben, c'est la douce vengeance. Même si est douce, piquer bien comme il faut tranquillement, ça tue autant que... Donc, je vous invite à prendre connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et lorsque vous le saurez, qu'est-ce qui se passe, partagez-le à l'autre. Vous pouvez dire j'ai mal. Commencez par je ou j apostrophe. J'ai mal de telle affaire ou ça me fait mal telle affaire. Ou j'aimerais que tu comprennes que. Et lorsqu'on fait des partages, ça c'est risqué, ça, un partage, hein, parce que si l'autre personne est fâchée ou que ça ne lui tente pas, elle, de faire des partages, ça se peut qu'elle donne un coup de pied dans mon cœur ou un coup de couteau même dans mon cœur. Et là, je vais saigner, bien sûr, je vais saigner. Mais là, si elle en prend soin, par contre, ça va être merveilleux. Donc, vous voyez ce risque-là de présenter notre cœur à l'autre, de prendre le risque que soit qu'il botte ou soit qu'il en prenne soin, c'est la seule manière d'établir des relations intimes, significatives, qui sont riches, qui sont saines. Oui, on s'expose. Oui, ça peut être dangereux par moments. Mais c'est ça qui va vous permettre de clarifier si la relation est saine ou malsaine. Une relation saine, c'est que quand je présente mon cœur, l'autre en prend soin. Une relation malsaine, c'est quand je présente mon cœur à l'autre, puis il fait mal. Donc la relation, si elle est malsaine, ça sera à vous de comprendre qu'il faut arrêter d'aller par là pour présenter votre cœur et présenter votre cœur ailleurs, à d'autres endroits. Mais il y a des personnes qui, à force de présenter là et de se faire blesser, ils vont se barricader à double tour, là, puis ils ne veulent plus parler à personne ou ils ne veulent plus être en intimité. Là. Des grandes blessures. Tout comme d'autres personnes qui vont avoir été blessées peuvent abandonner le bouclier aussi et dire, ben regarde, tant qu'à me faire mal, allez-y, faites-moi mal, je ne me protège plus. Puis ils se résignent à être constamment maltraités. Mais dans des saines gestions de frontières relationnelles, il faut savoir fermer la porte, ouvrir la porte, fermer la porte, ouvrir la porte, et savoir partager des choses pour prendre une poignée de main aussi adéquate. Et plus on pourra faire confiance à quelqu'un, on va s'ouvrir, mais ça ne sera jamais une garantie que l'autre ne nous fera pas mal, soit par accident, soit volontairement. Mais c'est pas quand j'ai mal, puis que je partage à l'autre, puis qu'il me fait re-mal encore, c'est pas à l'autre de comprendre la situation si lui n'est pas prêt. C'est à vous de le comprendre que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, vous êtes une bonne personne, vous avez partagé vos affaires, vous avez bien agi, vous ne l'avez pas attaqué, vous y avez partagé, puis il continue à vous faire mal. C'est à vous à comprendre que ce n'est pas une bonne place pour partager votre intimité. Ça peut être plate dans certaines occasions de couple, ça peut être l'occasion de comprendre, ben je dois m'en aller ailleurs. Mais plutôt que de prendre des décisions hâtives de rupture à un premier conflit, on peut s'engager à essayer de partager, de dire j'ai mal, je ne suis pas content. Mais lorsqu'on atteint notre limite ou qu'on ça fait trop, c'est inacceptable, qu'est-ce qui se passe, il est totalement légitime de reprendre ses billes et de s'en aller. Mais si l'autre personne prend soin, alors elle peut en prendre soin d'une manière complètement insoupçonnée, d'une manière formidable. Moi, j'aime bien dire que la santé, c'est autant contagieux que les maladies. Dans le sens où c'est une analogie, mais c'est pour représenter que si vous cultivez la douce vengeance ou la violence, c'est la violence qui va pousser. Et si vous cultivez la bienveillance, le partage, le pardon, une bonne estime de soi, vivre ensemble, qui vous êtes prêt à tolérer à quelque part que parfois ça va être injuste, parfois ça va être son tour, parfois ça va être mon tour. Ouais, ben ça, c'est une manière de travailler, de contaminer la santé qui va se répandre dans votre entourage. Et bien sûr, ça va se répandre d'autant plus vite dans votre vie intime avec les gens. Parce que les gens intimes, ils sont dans le climat affectif de ce que vous dégagez. Ils sont au cœur de la sensibilité. Donc, ce sera les premières personnes qui vont être influencées. Comme par exemple, si vous avez des enfants à votre charge qui sont dépendants de vous, eux sont dans votre bulle, là, les enfants, parce qu'ils sont dépendants de vous. Mais un autre adulte qui n'est pas dépendant de vous, là, ou on appelle ça un problème de dépendance, s'il est dépendant de vous à l'âge adulte, là, si c'est un adulte, vous devez faire une transaction où les deux, vous vous respectez.
Si c'est des enfants, vous devez les protéger. Mais là, ils vont essayer de gagner en indépendance. Puis parfois, il faut le laisser prendre un pas. Puis parfois, ils vont revenir. Puis ça va être bien injuste. Tous les parents savent à quel point c'est ingrat ou injuste le métier de parent. D'ailleurs, le métier de mère, le métier le plus difficile au monde, ça, c'était ma parenthèse valorisation sur le rôle féminin. Moi, je trouve que les femmes ont un mandat extrêmement difficile dans notre société. Et j'invite tout le monde à reconnaître à quel point c'est exigeant pour elles d'être autant en performance sociale qu'en intimité, là. Les hommes également ont d'autres genres de défis que je pourrais aborder dans une prochaine vidéo, bien sûr. Donc, je vais juste refaire la synthèse. La goutte de miel. Si vous voulez lire le texte originel de Léon Chancerelle, La goutte de miel, ça fait partie des récits chorales. Les récits chorales, c'était une forme d'adaptation de théâtre, on pourrait dire, de rue, qui était présenté sur des parvis d'église ou des places de mairie à l'époque. Donc, si le texte a été écrit en 1938, je vous laisse imaginer que les prémices qui ont inspiré ça. C'était avant Internet pour ceux qui ont 20 ans. Donc, je vous rappellerai pour terminer la grande phrase à mettre sur votre liste rouge à ne plus faire, c'est si j'ai mal, je vais faire mal pour y faire comprendre que j'ai mal. Non, ne faites plus ça. On pourrait remplacer ça par une phrase plus correcte à surligner en vert qui est si j'ai mal, je vais partager le fait que j'ai mal. C'est ce qui nous permet de tirer des conclusions. Le partage, ça témoigne d'une force aussi. C'est injuste, ça me fait mal, mais hey, ça me fait mal, regarde. C'est bien différent d'un coup de poing sur la gueule pour faire comprendre que j'ai mal. Les couples heureux, d'ailleurs, plutôt que faire des escalades de conflits, désamorcent les conflits. Le chemin royal pour désamorcer un conflit, il faut partager que ça vous a fait quelque chose. Parce que les gens sont ignorants de ce que les autres vivent à l'intérieur d'eux. Même si vous connaissez quelqu'un, vous pensez l'avoir bien compris, il y a des grandes chances pour que vous soyez ignorant des détails exactement de ce qu'il vit à l'intérieur. Et plus vous serez capable de miser juste, plus vous aurez accès à des partages des personnes, plus vous développerez votre propre empathie. Et si l'empathie de votre partenaire ne vous convient pas, parce que ça ne respecte pas ce que vous avez besoin ou vos attentes dans la vie, peut-être que c'est à vous à comprendre que vous n'êtes pas dans une bonne relation. Mais si vous avez espoir que l'autre est capable de changer, capable de travailler les choses, tout comme vous l'avez fait, ben partagez-lui. Ou allez consulter des professionnels qui vous montreront comment le faire. Il y a plein de spécialistes sur les habiletés relationnelles. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la manière principale, moi, que je l'aborde, c'est avec mes thérapies de groupe dans l'action. J'en fais à Ville de Québec, à Saguenay, à Sherbrooke. Et je vais peut-être en démarrer un à Montréal également, là. C'est des groupes de développement des habiletés relationnelles bien concrètes dans lesquels on va travailler des scènes de vie où les personnes ont vécu des situations difficiles, qui rencontrent des dilemmes ou des obstacles qui n'arrivent pas à clarifier là, dans leur relation amoureuse, relationnelle, familiale, au travail. Donc, je vous invite à me communiquer avec moi si vous voulez faire partie de ces groupes pour que je vous mette sur les listes d'inscription. Je compose des groupes toutes d'une manière équilibrée pour qu'il y ait plein de genres de thématiques, de difficultés différentes pour éviter que tout le monde tombe dans le même piège s'il y a une personne qui rencontre des difficultés trop difficiles. Comme ça, toutes les autres personnes peuvent aider la personne. Je vous rappelle que tous mes coordonnées seront en vidéo description si vous voulez me rejoindre. Je fais des rencontres également via Skype pour les rencontres individuelles et conjugales. Si vous allez sur mon site web qui s'écrit aunpsy.ca, en bas de la page web, il y a une section pour vous inscrire à l'infolettre si vous voulez être tenu au courant de toutes mes formations en ligne que j'offre et de tous les événements que je fais dans les différentes villes au Québec. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté à ce Psychoctober qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre sur des thèmes de la psychologie de manière vulgarisée et accessible. Aujourd'hui, c'était le thème sur la douce vengeance, l'estime de soi et le vivre ensemble. Donc, je vous dis à demain et je serai bien intéressé à avoir vos feedbacks en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, puis tout ça si ça vous intéresse pour aider le projet. Donc, voilà. Je vous dis à demain.